Ouais, salut à tous, c'est Sturi, moins de 30 jours avant WrestleMania 40. Le programme des 2 nuits les plus attendus de l'année commence à se révéler de plus en plus. Et lors de cet épisode de Monday Night Raw que nous allons couvrir, on a plus d'informations sur ce qui se passera autour du championnat intercontinental de Gunther, mais également autour des championnats par équipe. Jey Uso va aussi prendre la parole vis-à-vis de son frère Jimmy. Et la grosse nouvelle à côté de laquelle vous n'êtes certainement pas passé, c'est qu'on connaît également le main event de la nuit 1 depuis l'épisode de SmackDown. Cody Rhodes et Seth Rollins feront face à The Rock et Roman Reigns. Avant donc de revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mars 2024 depuis Houston, Texas, je vous rappelle que j'ai sorti hier soir ma vidéo test sur WWE2K24 et qu'à n'importe quel moment où je lancerai un live sur twitch.tv/Turi316, j'aurai l'occasion de vous faire remporter encore 2 clés. Je vous préviens pas, ce sera juste impromptu, c'est pas tombé par exemple hier soir. Mais restez bien aux aguets, on avait déjà fait gagner un premier participant la semaine dernière. Peut-être que le futur heureux élu, ça sera vous. Bon, on est parti, Raw recap, générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. On nous remonte bien évidemment à la fameuse baffe de Cody Rhodes sur The Rock. L'American Nightmare, le challenger au titre de Roman Reigns, sera l'invité de Michael Cole pour une sit-down interview, mais face au public, voilà, dans le ring, face au public, très bien, moment important de ce show. La grosse attraction de cet épisode, elle concernera également le championnat intercontinental, puisque Gunther connaîtra à l'issue du main event son challenger qui sera déterminé dans un 6-man gauntlet match, sur lequel en effet, on va un peu s'attarder. C'est la saison de WrestleMania évidemment, mais les petits plats dans les grands, il y a un invité de prestige qui assiste à cet épisode, c'est nul autre que le rappeur Travis Scott, voilà, qu'on a aperçu en coulisses, faire un petit check à Jey Uso. On le retrouvera un petit peu plus tard aux abords du ring, il était bien content d'être là, bah ouais, Travis Scott, le catch, très bien. Et l'homme qui va faire son arrivée au ring, il manie les mots presque aussi bien que Travis Scott, en tout cas, bon c'est pas du rap, mais on peut dire qu'en ce moment il a un sacré flow, c'est Drew McIntyre, le challenger au championnat World Heavyweight de Seth Rollins. Alors Drew McIntyre, déjà on le voit pas, hein. Ah ouais, non, dès qu'il y a un chant Watt, etc., vous chantez Watt à quoi? Au fait que j'ai écarté CM Punk de la route de WrestleMania? Bien. En fait, il est là pour traiter Seth Rollins de gros égoïste. Il le qualifie d'hypocrite, il le qualifie de junkie. Et ouais, ah ouais, carrément. Pour avoir fait le choix de s'immiscer dans 2 main events de WrestleMania. Et c'est vrai qu'il fera la nuit 1 et la nuit 2. Et avant d'aller un petit peu plus loin dans ses explications, bah justement, le principal intéressé se pointe Seth Rollins lui-même. Et Rollins, il est juste là pour la provoque. Vas-y Drew McIntyre, qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'attaquer? Bah vas-y, je te tourne le dos, mets-moi ta clé mort, vas-y, attaque-moi. Et McIntyre, évidemment, il n'en fera rien. McIntyre, il traite Seth Rollins d'égoïste pour une raison très cohérente. Il y a quelques mois encore, lorsqu'il feudait autour de ce championnat World Heavyweight, et qu'on le rappelle, Drew McIntyre a perdu par 2 fois, Seth Rollins lui reprochait de rester focus sur le passé, à savoir la Bloodline. Ah oui, je vais pas gagner avec la chatte de Castle à cause des interventions de la Bloodline. Il avait un gigantesque agenda là-dessus, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre quand il perdait un match, et là, bah qu'est-ce qu'il fait Seth Rollins selon McIntyre? Bah il s'occupe des affaires qui le concernent pas en premier lieu. Eh ouais. Alors McIntyre, il dit à Rollins, mec, tu m'as fait la remarque, je t'ai écouté, et depuis, je m'en fous de la Bloodline. J'en ai plus rien à foutre, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ton championnat World Heavyweight. Alors Seth Rollins MDR, il va tout de suite rapprocher Drew McIntyre de CM Punk en les comparant, en disant, je pensais que CM Punk c'était le plus grand hypocrite, mais alors toi, putain c'est pas mieux. T'es passé du mec qui en avait plus rien à faire de la Bloodline à celui qui se fait aider par la Bloodline. Et oui, pour battre Jey Uso, t'as fait comment? Seth Rollins, il dit que McIntyre c'est limite devenu un honorary Uso, mais il va pas s'en faire parce que dans la nuit 2, où il défendra son titre contre Drew McIntyre, eh ben il y aura pas de Bloodline pour intervenir dans son combat parce qu'il aura débarrassé définitivement le problème de la Bloodline la veille en affrontant The Rock et Roman Reigns aux côtés de Cody Rhodes. Alors McIntyre, il va pas chercher à démentir ce qu'avance Seth Rollins, il reste juste focus sur la volonté de le battre à Mania. Et Seth Rollins, avant de se barrer, va lui répondre que ses priorités, c'est son genou, son dos, battre la Bloodline la nuit 1, pour McIntyre, le battre la nuit 2, ça sera une formalité. Ah ouais, il l'a déjà fait 2 fois. Ah ça pique, hein, le McIntyre qui est pas du tout pris au sérieux par Seth Rollins, ça met quand même du sacré piment dans leur relation. Et pour rajouter un petit peu plus de sauce piquante à l'équation, dans 2 semaines, Raw sera à Chicago et CM Punk sera
présent. Hein, CM Punk, il va peut-être jouer un rôle déterminant là aussi dans l'affaire McIntyre-Seth Rollins. Mais il est blessé, hein. C'est pas un retour pour venir se battre, etc. Triple Threat, non, oublié, hein. Il vient juste parler, hein. Il vient juste dire coucou à Chicago. Et à McIntyre aussi, qui continue sans arrêt de le chercher. Premier combat de la soirée, ça avait été annoncé la semaine dernière, Becky Lynch fait face à Liv Morgan. Becky était intervenue dans le combat opposant Liv Morgan à Nia Jax, Liv Morgan était intervenue dans le combat opposant Becky Lynch à Nia Jax encore. Étant donné qu'on a besoin d'occuper les gens et de régler tout de suite ce conflit, on va avoir un excellent match de catch féminin, et oui j'insiste. Entrée de Becky Lynch, après ça on cut, on part sur un promo package pour hyper Chad Gable qui participe au Gauntlet match, et le clip de hype pour Chad Gable, il est incroyable. Chad Gable, ces derniers mois, il s'était fait un peu discret après avoir perdu contre Gunther pour le championnat intercontinental dans un losing effort qui était particulièrement héroïque. Malheureusement repositionné mid-card, à perdre contre Bronson Reed, contre Ivar, à faire, quelques pitreries avec l'Alpha Academy. Il s'est enfin relancé en battant Ivar et, le soutien naturel derrière Chad Gable, positionné en underdog, il s'est totalement recréé et cette affiche de peut-être le voir face à Gunther à Mania, elle commence à faire de plus en plus sens. Clip très déter, il a jamais remporté de championnat individuel à la WWE, c'est peut-être son moment, c'est peut-être le Mania Moment. On a déjà très hâte de voir comment ça se terminera dans le main event et il y aura des promo packages également pour tous les autres participants qui auront, je le dis tout de suite, beaucoup moins de substance que celui de Chad Gable, qui était vraiment excellent. Liv Morgan fait son arrivée, on est parti pour de l'action, 15 minutes de combat et on va pas se mentir, Liv Morgan, elle a sorti une incroyable performance, peut-être sa plus belle depuis qu'elle est à la WWE. C'en est même devenu un petit peu frustrant parce qu'elle a sorti absolument tous ses trademarks. Becky Lynch, elle s'est sortie d'absolument tout, elle a pas montré une opposition très folle dès lors que c'était les striking, dès lors qu'il fallait amener des comptes, ce genre de choses là, c'était souvent Liv Morgan qui avait le dessus, notamment dans les phases finales de combat. Et il y aura pas d'intervention de Nia Jax, c'est finalement Becky Lynch qui va remporter la victoire clean en surprenant Liv Morgan de son Manhandle Slam. On lui a pas laissé d'échappatoire, c'était 1, 2, 3, terminé, finito pipo. Attention parce que je veux rien enlever à la performance de Becky Lynch, hein, qui a un selling vraiment très correct, Liv Morgan ressortait vraiment très forte. Je pense que c'était une bonne manière de pas la cramer totalement des plans vers la course au titre pour, probablement la période après WrestleMania. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans l'aftermatch, Rhea Ripley s'est pointée, elle a fatalement croisé Liv Morgan qui lui a bien fait comprendre qu'elle en avait pas fini avec elle. Rhea Ripley, elle s'en est pas occupée, est venue faire un nez à nez avec Becky Lynch, et là, ce qu'elle a vu dans le ring, elle a dit ouais, je suis un peu déçu, et comme pour la feud entre Seth Rollins et Drew McIntyre, elle dit bon, c'est un peu dommage que tu t'obstines à vouloir courir plusieurs lèvres à la fois, régler tes différends avec Liv Morgan, avec Nia Jax, alors que moi je vais être à 100% pour t'affronter, et j'aimerais affronter la Becky Lynch à 100%, battre la Becky Lynch à 100%, sinon c'est quoi? Tu vas te trouver des excuses parce que tu sais déjà que tu vas perdre. Alors Becky Lynch, elle est comme son mari, hein, elle a plein de programmes à terminer, donc elle s'en fout, elle dit c'est marrant parce que quand les gens doutent de moi, c'est là où je suis la meilleure, et t'inquiète pas ma cocotte, t'auras la meilleure face à toi à WrestleMania. Bon, c'est bizarre hein, que c'est un peu repompé sur le programme McIntyre-Seth Rollins, cette idée de on veut les challengers ou les champions à 100%. S'ils doivent juste attendre WrestleMania, pendant un mois ils catchent plus et c'est un peu chiant quoi. Et on enchaîne avec une grosse annonce backstage des managers généraux Nick Aldis et Adam Pearce. Ça y est, ils se sont mis d'accord pour le cas des championnats par équipe à Mania. Il y a plein de bonnes équipes, il y a plein de gens qui méritent leur chance, mais on peut pas donner le spot à tout le monde, alors on va, quand même donner le spot à tout le monde. Ils vont organiser des séries de matchs qualificatifs pour un Six-Way Tag Team Leader Match à Mania. Et oui, vous avez bien compris, il y aura 6 équipes, dont les champions, évidemment, le Judgment Day, Finn Balor et Damian Priest, qui vont pas être contents quand ils vont apprendre la nouvelle. Ça veut dire qu'il y a 5 équipes qui vont se qualifier, 3 de Monday Night Raw si j'ai bien compris, 2 de SmackDown. Bon, SmackDown il y en a un petit peu moins. Et les combats qualificatifs pour Monday Night Raw, on les connaît déjà, donc là vous pouvez faire le tri, il y a déjà 3 équipes qui vont sauter. Bon, on est un peu triste, les Creed Brothers sous DIY, c'est un peu dommage. Tout le monde pourra pas être à Mania cette année. Baron Corbin, on t'a vu sur Twitter, les Wolf Dogs, est-ce qu'ils peuvent participer, les champions NXT? Ça serait marrant, parce que là, s'ils sont 12 mecs pour une échelle, ça va être le bordel, hein. On peut pas faire des spots à 12 gars en même temps, déjà 6, c'est un peu compliqué, enfin bon, certains l'ont bien fait par le passé, hein, les Hardy Boys, les Dudley Boys, Edge Christian, c'est le bon vieux temps. Oui, comme je l'ai dit, hein, il va y avoir 2 mecs dans le ring, 10 qui vont dormir à l'extérieur, ça va être un peu bizarre. Hein. Je suis rabat-joie, vous savez ce que je pense globalement des matchs de l'échelle, c'était mieux avant. Putain,
Putain, je l'ai dit, c'était mieux avant, merde. Allez, on passe à la suite avec un petit pro package de ce qui s'est passé aux Oscars. Ah oui, aux Oscars. Bah ouais, il y avait des gens de WWE, il y avait Bad Bunny. Est-ce qu'il est de WWE, Bad Bunny? Bah déjà, il est dans le jeu, donc Bad Bunny et The Rock. Et surtout, il y avait John Cena qui a remis l'Oscar du meilleur costume en venant à poil. Voilà, le mec est venu tout nu pour remettre le prix du meilleur costume. Et il a dit un costume, c'est important. Comment vous dire? Prochain combat qui paraît totalement osef sur le papier. Bah oui, les pauvres, elles ont même pas eu d'entrée. C'est Indy Hartwell et Candice LeRae. Elles font face à Ivy Nile et Maxine Dupri. Ah, alors il va se passer un truc qui va être loin d'être banal dans ce match, qui au passage durera à peine 2 minutes, c'est une victoire de Candice LeRae et Indy Hartwell, mais comment ça s'est passé? Alors là vous êtes pas prêts. Remise en contexte, Maxine Dupri, il y a eu un clip d'elle sur les réseaux sociaux qui a malheureusement buzzé, d'une de ses sorties de match en live event où elle s'est fait copieusement huer par une partie du public. En tout cas, on a entendu des gens la huer, c'était peut-être pas tout le public, mais bon, c'était pas forcément très très cool pour elle. Je vais pas faire l'hypocrite, je l'ai dit sur cette chaîne, Maxine Dupri, les capacités in-ring, elles sont très très limitées, on a besoin de progresser sur plein d'aspects. C'est pas une raison pour aller la menacer directement sur les réseaux sociaux avec des termes ultra péjoratifs comme malheureusement je l'ai encore lu récemment, mais le truc auquel je m'attendais absolument pas, c'est que la WWE se serve de ça pour écrire un programme. Et ouais. À un moment donné du match, Maxine Dupri, elle a pris le dessus sur Indy Hartwell. Elle veut tenter son Caterpillar à l'envers, là, et là, il y a Candice LeRae, qui vient faire un nez à nez avec elle et qui commence à la menacer. La suite, elle se passe de commentaires, je vous mets l'extrait. Wow, bah oui, oulala. Candice, elle a donc sorti ses 4 vérités à Maxine Dupri. Quelque part, WWE en faisant ça, bah oui, ils ont limite donné raison à tous les gros harceleurs de Maxine Dupri sur les réseaux. Je fais peut-être un raccourci un peu rapide, mais ouais, c'est pas banal. Pour l'histoire du frère décédé, bah non, on parle pas de Max Dupri, qui est devenu LA Knight derrière. C'est quelque chose qui s'est passé IRL. Maxine Dupri a bien perdu son frère qui avait à peine 22 ans dans un accident de voiture. Alors je pars toujours du principe que si les workers sont ok avec ça, est-ce qu'on peut l'exploiter? Bah malheureusement oui, c'est le catch. Je sais que c'est un cas qui met pas à l'aise tout le monde et je le comprends parfaitement. Mais ce qui était vachement cringe dans le moment, bah ça a principalement été l'acting des 2 lutteuses. À Maxine Dupri qui est choquée et qui limite fond en larmes, elle aurait pas reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Non, John Cena à poil, là tu peux repartir. Je comprends l'idée de faire passer Candice LeRae pour la méchante parce que elle c'est la catcheuse qui a trimé très très longtemps sur le circuit indépendant avant de pouvoir avoir son ticket à la WWE. Elle a jamais été particulièrement bien utilisée et Maxine Dupri, c'est vrai que ces dernières semaines elle a été beaucoup mieux utilisée que Candice LeRae elle-même. Donc les jalousies, tout ça, je comprends, j'entends. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis très très curieux d'avoir vos retours. Évidemment, faites ça avec le plus de modération possible. Force à Maxine Dupri et aux lutteuses engagées dans ce programme, ça va être quelque chose. Si ça se poursuit, ça va être quelque chose. Ça va être en tout cas très discuté. Sinon, on a retrouvé Finn Balor et Damien Priest qui sont venus se plaindre auprès des managers généraux. Bah oui, un ladder match contre 5 équipes différentes, vous vous foutez de notre gueule. Nick Aldis et Adam Pearce, bah pour une fois, ils sont bien complices. Et voilà Ertrous. Ertrous, il est là, il a dit, bah ouais, vous m'avez dit de venir lundi. Et... c'est aujourd'hui lundi. Ah oui, bah je t'affronte Damien Priest. Ah, Damien Priest, ça l'arrange. Il va affronter Ertrous, il va régler son cas une bonne fois pour toutes, qu'on passe à autre chose. Sauf que, bah oui, Ertrous et le Miz, vous avez vu, ils seront potentiellement dans le combat de l'échelle s'ils battent Virman et Sanga. Donc, bah, l'histoire elle est loin d'être finie, On nous remonte tout ce qui s'est passé avec la baffe. Cody Rhodes sur The Rock qui a donné les conditions du match par équipe. Si The Rock et Roman Reigns y battent Seth Rollins et Cody Rhodes dans la nuit de WrestleMania, le match de Cody Rhodes et de Roman Reigns devient un Bloodline Rules match, c'est-à-dire un match sans disqualification, donc ils pourront tout faire, la Bloodline intervenir, bah les couilles. Si Cody et Seth Rollins gagnent le match, vous l'avez compris également, il n'y aura pas d'intervention de la Bloodline, garantie, sur un papier, acté, signé. The Rock, il a sorti 2-3 lines sur la famille de Cody Rhodes à la fin, et bah Cody Rhodes, il lui a mis une baffe pour rendre celle qui s'était prise lors de Las Vegas, à la conférence de presse. Alors Michael Cole, il reçoit le très très joli Cody Rhodes, il faut encore une fois le dire, voilà, beau costume, sourire bright, campagne électorale, tout va bien. Michael Cole, il a des questions toujours aussi pertinentes, c'est pour ça que j'aime bien ce format généralement. Pourquoi t'as mis une baffe à The Rock? C'est ton patron, c'est peut-être un petit peu... Cody Rhodes, il fait ok, c'est totalement... Mais y a pas de souci, je lui ai mis une baffe. The Rock, avant de
faire l'acteur, l'influenceur et tous ces trucs, c'était surtout un catcheur, et c'était même un de mes catcheurs préférés. Donc il sait très bien que dans le catch, quand on met une baffe et qu'on en rend une, c'est juste un prêté pour un rendu. Bim. Et puis, je dois bien avouer que c'est très satisfaisant de mettre une baffe à son patron, hein, si c'est bien mon patron. Belle réaction de la part du public, évidemment la baffe sur le patron, ça rappelle Steve Austin et Vince McMahon à la fin des années 90, tout le monde aime ça. Bah oui, tout le monde. On a tellement surfé sur ce code-là pendant ces 25 dernières années. Michael Cole, deuxième question, toujours aussi pertinente, tu t'associes à Seth Rollins. T'as même laissé Seth Rollins choisir pour toi le fait d'accepter le défi contre The Rock et Roman Reigns. Et pourtant, Seth Rollins, vous avez été ennemis, il serait prêt à tout pour mettre son titre plus en valeur que celui pour lequel tu vas concourir contre Roman Reigns à WrestleMania. Est-ce que tu peux lui faire confiance ou est-ce que tu t'engages dans un traquenard? Et là, Cody Rhodes, il fait oui, mais les gens, avec le temps, ils peuvent changer. Il admet bien sûr que Seth Rollins a été un con pendant des années, mais que là, les mots ont été convaincants, que l'athlète a montré qu'il était capable de faire de grandes choses, donc il lui fait confiance. Michael Cole, je te rappelle qu'il y a quelques années de ça, tu t'enfermais dans une boîte en plexiglas et que tu faisais le con. Bon, je te vois aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as changé, que t'es un bon gars. Bah oui, c'est un bon gars, il a plus Vince McMahon qui lui hurle dans les oreilles, il est chouette Michael Cole maintenant. Et Cody Rhodes, il dit aussi que lui-même il a changé, souvenez-vous qu'à l'époque c'était le rebelle qui a cassé le trône et aujourd'hui il bosse en collaboration avec le mec qui est assis sur le trône. Il parlait de Triple H, mais il a tout de suite bifurqué là-dessus en disant regardez, j'ai même fait équipe avec Jey Uso. En fait non, il est content de faire équipe avec Seth Rollins qui soit accompagné dans cette histoire et puis c'est la seule opportunité qu'il a d'avoir un match équitable contre Roman Reigns. Et je pense que bah oui, pendant les 3 dernières années et demie plus, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé avoir un match équitable contre Roman Reigns. Hein, Cody Rhodes, c'est pas le seul. Dernière question de Michael Cole, parlons de l'histoire. Hein, parce qu'il y a quelques mois, je t'avais interviewé dans ce ring après que t'aies remporté les championnats par équipe avec Jey Uso, et finir l'histoire, est-ce que c'était toujours dans ta tête, quel est l'intérêt, est-ce que là il est toujours question de finir cette histoire à WrestleMania? Et là, Cody Rhodes, il nous dit sincèrement, finir l'histoire c'est plus la même chose que l'année dernière, finir l'histoire désormais ça appartient au peuple qui m'a suivi, qui m'a soutenu. Alors là on part sur le passage larmoyant où il va parler d'une jeune femme malvoyante qui venait au premier rang pour le soutenir, d'un ami malheureusement handicapé, à qui il était heureux de remettre sa propre ceinture, pas sa ceinture de champion, hein, celle qu'il met autour de son pantalon, voilà, vous avez compris. Il parle aussi de sa famille, qui l'a soutenu, de sa mère, bah oui, de sa mère, hein, c'est tout ce qui le lie encore, tu vois, quelque part à son père, donc s'il pourra pas remettre ce titre dans les mains de son père, puisqu'il est mort, hein, de Styros bien sûr, il pourra au moins mettre cette ceinture dans les mains de sa mère, et là, oui, bah limite ils font en larmes, et je pense que c'est sincère, en tout cas, ça prend au trip, ça prend au cœur, quel babyface, Cody Rhodes, il est super. Et puis il pense aussi à sa femme qui est là, dans l'ombre, et qui l'a soutenu pendant toutes ces années, depuis l'époque où il avait ce masque sur la gueule qui faisait une dashing de Cody Rhodes, et ce qui se prenait des RKO tous les soirs. C'est pour toutes ces personnes qui l'ont soutenu, toutes celles qui l'ont rejoint dans cette lutte, on va terminer l'histoire. Michael Cole d'ailleurs, tu pourras le dire, terminer l'histoire, hein, ça sera quelque chose, et dire qu'enfin qu'un membre de la famille Rhodes est devenu le champion universel de la WWE, le champion suprême. Voilà, clac, on termine là-dessus, tout le monde est ému, le check, Michael Cole, Cody Rhodes, on pose avec le public, la musique, babyface, voilà, c'est bien les babyface, mais lui c'est un super babyface. Je commence vraiment à croire que Seth Rollins il va vraiment avoir un rôle important à Mania. Ouf. Becky Lynch, elle va retrouver Liv Morgan backstage, elle va lui tendre la main, poignée de main. Allez, bien joué, t'as perdu mais bien joué. Liv Morgan, elle accepte, il y a Nia Jax qui leur fonce dessus, qui leur défonce la gueule. Allez, Liv Morgan, ça dégage dans les flycases. Qu'est-ce qui se passe Becky Lynch? À travers une table. Il y a la sécu qui est arrivée encore une fois trop tard, c'était hyper marrant de les voir débarquer dans la salle, parce qu'on est passé de bruit de bagarre à silence, et ah, qu'est-ce qu'elle fait Nia Jax? Les mecs, ils attendaient juste derrière la caméra, c'est évident, ça n'a pas été super bien produit. La semaine prochaine, Becky Lynch a challengé Nia Jax pour un Last Man Standing match. Voilà, ça donnera encore du grain à moudre à Rhea Ripley. Hein, elle va encore se blesser avant leur match. Ah, les excuses. Les Kabuki Warriors, elles viennent accompagnées de Dakota Kai et de Io Sky. Elles défendent leur championnat par équipe contre Shayna Baszler et Zoey Stark, qui ont engrangé beaucoup de momentum ces dernières semaines. À la limite, c'était la plus belle affiche qu'on pouvait peut-être construire autour de cette division par équipe. Hein. Ils vont très certainement nous bricoler une équipe de secours pour Mania. On n'a pas eu un mauvais match de catch cependant, c'était plutôt solide dans le ring. Zoey Stark est vraiment toujours aussi impressionnante et toujours aussi athlétique. Et les Kabuki Warriors vont conserver ces championnats grâce à une intervention plutôt discrète de Dakota Kai sur Shayna Baszler. Une attention détournée, c'est suffisant pour Kairi Sane et Asuka, elles portent leur finish en équipe. Et toujours championne, bien sûr. Pas de programme cependant à l'horizon, et pour Shayna Baszler et Zoey Stark, je pense que la route vers WrestleMania s'arrête malheureusement ici. Il y a un segment plutôt intriguant dans le vestiaire du Judgment Day qui s'est passé pendant que les filles elles faisaient leur entrée. Andrade, il est venu taper la dispute au Judgment Day. Rhea Ripley lui a dit
bah si tu cherches Dominic Mysterio, il est pas là, mais on est ouvert pour du business. On sait que t'étais venu pour faire affaire, mais bon, on t'a pas dit, Dominic Mysterio, il s'est marié ce week-end, donc c'est pour ça qu'il était pas là. Andrade, il était peut-être pas invité, on n'en sait rien. Alors attention, ils ont pas évoqué le mariage de Dominic Mysterio, parce que dans le kayfabe, Mamie, Dominic Mysterio, ils ont cette relation, on sait pas trop, quoi qu'en fait non, WWE, bah les couilles. Ils ont montré Rhea Ripley qui assistait à UFC 99 aux côtés de, bah ouais, ce gars-là, c'est qui? C'est l'Australien, là, qui était... Comment il s'appelait? Murphy, c'est ça, Murphy? Bah oui, il est chez Elite Wrestling. Oh là là, ils ont montré un catcheur de Elite Wrestling à la télé, à la WWE. Oh là là. Bon, Andrade, il va pas catcher cette semaine, mais on verra bien, peut-être un truc, Judgment Day, on sait pas trop, je suis un peu curieux. R-Truth, il est venu au ring en rappant pour affronter Damien Priest. Bah oui, ça fait toujours plaisir de sortir le bon vieux rap, de sortir les What's Up à l'ancienne, et puis le combat derrière, bah et c'était plutôt pas mal. Ça a duré que 8 minutes, ça a été ponctué d'une intervention, alors pas vraiment une intervention, mais d'une implication encourageante de la part des membres de DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Ils étaient juste là pour chanter « Allez R-Truth, on t'aime bien » et tout. Et puis Finn Balor, évidemment, JD McDonough, ils s'en sont mêlés. Et dans tout ce merdier où R-Truth, il a quand même réussi un dive à l'extérieur sur tout le monde qui était plutôt sympa, bah il a perdu le match contre Damien Priest qui garde son momentum intact. On rentre au bercail et on verra bien si DIY ils resteront impliqués dans la course au titre. Ils devront battre les Creed Brothers pour ça la semaine prochaine. Et enfin, je vais pas passer 10 ans sur ce segment, voilà, c'est Jey Uso, il est over avec le public, il fait hit, il ventile, tout va bien, et puis bah il a fait ce qu'il fallait faire, à savoir défier son frère Jimmy Uso à un combat frère contre frère, sang contre sang, jumeau contre jumeau, bloodline contre bloodline, bref, le défi est lancé, on attendra la réponse de Jimmy Uso, mais au moins le message est officiel. Ouais, je vais pas m'éterniser quoi, il a lancé un défi, il l'a fait en public, les gens étaient contents. Hit. Allez, on est parti pour ce gros main event, Gauntlet match. Avant ça, on a retrouvé Gunther en interview, il a dit « Haha, le mec qui va gagner ça, bah bon courage hein. ». 640 jours de règne. Il a eu un clip avant ça qui était incroyable. Ah, une énorme classe, un Gunther irrégal. Allez, le premier participe à ce Gauntlet match, et encore une fois, un Gauntlet match c'est toujours aussi délicat pour les gens qui vont commencer les premiers, puisqu'ils auront, 5 adversaires à battre. Ricochet fait face à JD McDonough. Alors là aussi, on va pas se mentir, les mecs, c'était ceux qui avaient le moins de chances de remporter la bataille. Ah, Ricochet, il a un momentum dans les choumettes, JD McDonough, bah, seul bon catcheur, la bonne main du Judgment Day, mais il gagne rien non plus. C'est déjà miraculeux qu'ils participent à un tel combat, mais WWE, bah, ils sont généreux avec nous, ils leur ont laissé une dizaine de minutes pour se mettre sur la gueule, et puis c'était plutôt bien, puisque bah ouais, les deux mecs, c'est quand même des artistes du ring, c'est très très sérieux, et finalement Ricochet remporte la première bataille avec son Shooting Star Press, mais bah oui, il va arriver particulièrement cramé pour le prochain défi, et le prochain défi, il est de taille, puisque c'est Bronson Reed. Donc un Ricochet qui est épuisé de 12 minutes, Bronson Reed, il va mettre que 2 minutes pour le battre. Ricochet, il a tenté tout ce qu'il pouvait, mais non, Bronson, ça dégage. Le Tsunami, on n'en parle plus. Qui est le prochain? Eh ben, il nous reste 2 babyface. On lance qui? Chad Gable ou Sami Zayn? Eh ben, on lance Sami Zayn. Alors, Sami Zayn, je sais pas si j'ai dormi ou pas, mais je pense que c'est le seul mec qui a pas reçu de promo package. Ouais, tous les autres, ils ont eu un promo package pour la IP. Sami Zayn, rien. Mais lui, il a IP depuis des semaines. Donc, Sami Zayn, grosse position d'underdog et logique favori pour aller au bout. Il va disposer de Bronson Reed avec quand même pas mal d'adversité. Bronson Reed, c'est pas le dernier venu, Sami Zayn, il va quand même mettre 7 bonnes minutes pour le battre et surtout le surprendre avec un Sunset Flip Powerbomb depuis la deuxième corde. Sami se qualifie pour la suite, Shinsuke Nakamura fait son entrée, mais pendant que Nakamura fait son entrée, Bronson Reed, il attaque Sami Zayn, humain de Tsunami, oh là là. On a envoyé le service de sécurité quand même pendant la pub, je pense, pour s'assurer que Sami Zayn il puisse bien affronter Shinsuke Nakamura. Sami il dit bah non, je vais me battre, évidemment, il affronte Nakamura, et comme il y a 2 semaines ou 3, là je sais plus, Sami Zayn il bat Shinsuke Nakamura. Et Luva Kick, c'est parti, hop dans la tronche, on n'en parle plus, Shinsuke Nakamura, il aurait bien mérité un truc à Mania, on sait pas, ça sera peut-être une bataille royale ou peut-être rien, peut-être qu'il regardera la télé. De ce fait, il en reste plus qu'un qui, on va pas se mentir, est un peu avantagé, il va affronter un Sami Zayn qui est là depuis 20 minutes. Le dernier participant, c'est Chad Gable, et Chad Gable, il est babyface aussi, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va relever Sami Zayn, il va lui dire, allez, moi j'ai besoin d'aller à Mania, donc j'ai besoin de te battre, donc lève-toi, debout, on se bat, on est fiers, on est des catcheurs. Sami Zayn, il fait d'accord, allez, on oublie toute la fatigue, etc., il se motive, il tremble, et on est parti, un gros clash entre les deux, mais vraiment un très très bon clash. Et puis c'est bien joué WWE, parce que le vrai suspense, il était entre ces deux-là. Alors c'est bien de le garder pour la fin, on aurait terminé avec Bronson Reed, Sami Zayn, on aurait fait allez... Non, Chad Gable, Sami Zayn, c'est très très cool, surtout qu'il y a l'excellent travail de Chad Gable sur la jambe de Sami Zayn. D'ailleurs, je veux quand même dire un truc, Chad Gable, il a fait beaucoup de combos German Suplex, Ankle Lock, ils ont eu quasiment 14 minutes l'un face à l'autre, et c'était un peu redondant à force. Ah, c'est mon seul petit reproche du match. Seul petit reproche. Non, parce qu'en termes de tension et de suspense, les mecs, ça a été fou. On a le Sami Zayn sur un pied qui est pas assez fort pour se donner un élan et porter son Eluvaki, qui finit quand même par le mettre, mais Chad Gable, il arrive quand même à rouler, à pas se prendre de tomber.
où Sami Zayn il galère, tu vois, à ramper sur lui et ça fait compte de 2,99, c'est incroyable. D'un côté, il y a la souffrance très marquée sur le visage de Sami Zayn qui acte ça à la perfection. De l'autre côté, il y a un Chad Gable qu'on découvre totalement qui est, bah oui, méga frustré et tellement déterminé, il veut être celui qui met fin à l'histoire de Gunther. Alors j'en sais rien, on est partagé, c'est du 50-50 et dans un dernier mouvement final, dernière combinaison, Chad Gable qui avait spammé la touche German Suplex, il va se faire contrer dans un cradle et Sami Zayn, bah oui, va lui river les épaules au sol pour compte 2-3. Alors les épaules au sol, ça sera toujours discutable. Mais oui, vous l'aurez compris, Sami Zayn fait l'exploit de battre Bronson Reed, Shinsuke Nakamura et Chad Gable à la suite pour obtenir son title shot contre le ring general Gunther à WrestleMania qui va venir après ça, voilà, défier du regard Sami Zayn. Alors attention, on a beaucoup insisté sur le sum de Chad Gable. Pas un sum genre je tourne heel, je pète un câble, pas du tout. Non, là, grosse déception, avec un Sami Zayn qui lui fait un câlin, qui lui dit quelques mots à l'oreille et ça a pas l'aidé à le consoler. Il y a eu surtout cette incroyable promo qui a été diffusée en exclusivité sur les réseaux sociaux. Katie Kelly, elle est venue poser des questions à Chad Gable, ou alors, pas trop déçu, bah tu crois quoi? J'ai bossé toute l'année pour ce moment, j'étais prêt, j'ai tout misé là-dessus, la famille croyait en moi, je vais encore une fois les décevoir, je vais rentrer chez moi totalement vidé de l'intérieur. Ah non, mais il est méga pipou, Chad Gable, et puis on a senti aussi cette frustration sur les réseaux, les gens voulaient aussi Chad Gable, bah ouais, c'est quand même fou quoi, les gens voulaient Chad Gable sur Sami Zayn. Alors pas tous bien sûr, je pense que si on fait des sondages, je pense quand même, je sais pas, faudrait vous demander, je vais faire un sondage. Vous auriez préféré qui, Chad Gable ou Sami Zayn? Bah écoutez, je mets le lien du sondage en description. Alors je sais pas du tout si WWE ils vont en rester là et que Sami Zayn, bah merci, au revoir, on verra ce qui se passera pour après WrestleMania. Si ça se trouve, ce sera Gunther, Chad Gable à Backlash, à Lyon, bah on prend quand même, c'est pas mal. Ou peut-être que Chad Gable, il va mettre des bâtons dans les roues à Sami Zayn et pour ça on le découvrira parce qu'il reste quand même, bah ouais, 3 grosses semaines de build-up, hein, c'est pas rien, hein, Chad Gable, je pense qu'il aura encore sa petite épingle du jeu à tirer. Et WWE, je pense qu'ils vont surveiller les hashtags We Want Gable. Est-ce que Sami Zayn, il va se transformer en The Rock, qui va dire ouais, les crybabies de Gable, calmez-vous. En tout cas, un super élément pour construire un futur underdog qui pourrait se transformer en projet. Et pour Chad Gable, je pense qu'on est, bah oui, beaucoup à le réclamer et aussi à reconnaître son talent. C'est tout pour moi. C'est comme ça que s'est achevé cet épisode de Monday Night Raw. Le nouveau match annoncé pour Mania, championnat intercontinental, Gunther contre Sami Zayn. Il y a encore beaucoup de place à aller chercher à Mania, il y a encore beaucoup de spots de libre. Je sais pas du tout quel format auront ces 2 soirées de WrestleMania. Est-ce qu'on va rester un petit peu dans cette tendance de faire 5 matchs en pay-per-view par soir? Et pourquoi pas faire un gros fourre-tout avec tous les autres dans, je sais pas moi, le kick-off, une bataille royale, André le Géant, peu importe. C'est tout pour moi, j'en reste là. Je vous souhaite à toutes et à tous de rester très forts. C'était Sturi. Ciao, bye bye.